1344, Londres. Chapitre 18. Le baron Cantwell de Wroxall se réveilla en se grattant et en songeant à ses bottes. Il inspecta ses bras, son ventre, et y découvrit de petits boutons, signe qu'il avait partagé sa couche avec la vermine. Par Saint-Georges, c'était certes un privilège d'être admis à la cour, d'être l'hôte du palais de Westminster, mais le roi ne souhaitait sûrement point que ses nobles fussent dévorés vivants pendant leur sommeil. Il irait dire 2 mots domestiques. La chambre était petite mais confortable. Un lit, une chaise, un coffre, une commode, des chandelles et un tapis pour que le sol fût moins froid. En l'absence de cheminée, il n'eût point passé la nuit là en plein cœur de l'hiver, mais en ce plaisant début de printemps, il n'était point incommodé. Dans sa jeunesse, avant qu'il ne jouît des faveurs royales lorsqu'il se rendait à Londres, il descendait dans des auberges où, même dans les établissements les plus salubres, il fallait partager son grabat avec un inconnu. Toutefois, à cette époque, il était rare qu'il regagnât son gîte autrement qu'ivre-mort. Aussi, cela n'avait-il guère d'importance. Désormais plus âgé, d'un rang supérieur, il goûtait fort son confort. Il se soulagea dans le pot de chambre et examina ses membres à la recherche de plaies quelconques, comme il le faisait toujours après s'être rendu au bordel. Soulagé, il contempla longuement le paysage par la fenêtre. À travers le vitrail vert, il voyait la Tamise dont le cours majestueux remontait vers le nord. Un Cogan au flanc haut voguait, toute voile dehors, en direction de l'estuaire chargé de marchandises. En contrebas des appartements royaux, au bord de l'eau, un busard planait, guettant les souris. Un peu plus en amont, un chiffonnier impudent déversait des ordures dans le fleuve tout près de Westminster Hall, où le conseil royal devait se réunir le lendemain. Un instant distrait par la vision de cette grande ville, Charles pensa à nouveau à ses pieds, particulièrement cornés et mal en point. Aujourd'hui, il allait enfin quérir ses bottes neuves. De son peigne en écailles de tortue, il lissa sa barbe taillée en pointe, sa longue moustache et sa chevelure qui lui balayaient les épaules. Puis il s'habilla prestement, enfila ses hauts de chausses, sa chemise de lin, son pourpoint et ses plus beaux bas en laine verte qu'il remonta jusqu'aux cuisses pour les attacher à sa ceinture. Il tenait sa cotte hardie d'un cousin français. C'était un modèle bleu, près du corps, aux ornements de fourrure et aux boutons d'ivoire. Il avait beau avoir passé 40 ans, il conservait une silhouette jeune et virile qu'il n'hésitait point à mettre en valeur. Comme il était à la cour, il compléta son costume par une très belle houppelande de fin brocart qui s'arrêtait audacieusement à la hauteur des cuisses. Enfin, avec dédain, il enfila ses vieilles bottes. Elles étaient si miteuses, si informes qu'il fit la grimace. Charles était arrivé à cette situation enviable grâce à son éducation et son bon sens. Les Cantwell faisaient remonter leur arbre généalogique jusqu'à Jean Santerre, et ils avaient joué un rôle mineur dans la négociation de la Magna Carta avec la couronne. Toutefois, la famille avait végété parmi la petite noblesse jusqu'à ce que la fortune lui sourit avec l'accession d'Édouard III au trône. Edmund, le père de Charles, avait combattu aux côtés d'Édouard II lors de sa campagne hasardeuse contre Robert Bruce en Écosse, et avait même été blessé à la désastreuse bataille de Bannockburn. L'issue en eût-elle été favorable aux Anglais, les Cantwell eussent prospéré dans les années qui suivirent, car Edmund avait défendu son roi avec courage. Édouard II était un monarque très impopulaire, et ses sujets ne protestèrent guère lorsque son épouse Isabelle et son amant, Roger Mortimer, le renversèrent. Son fils, le jeune Édouard, n'avait alors que 14 ans. Couronné avec le titre d'Édouard III, il devint un pantin entre les mains du régent Mortimer. Ce dernier, ne se satisfaisant point de l'emprisonnement d'Édouard II, il le fit assassiner dans les geôles du château de Berkeley, dans le Gloucestershire. Le meurtre fut sordide. Surpris dans son lit, l'ancien roi fut maintenu sous un matelas tandis qu'on lui insérait dans l'anus un tube de cuivre par lequel on introduisait un tisonnier rougi dans son bas-ventre. Comme il n'y avait point de marque sur le cadavre,
Le meurtre ne pouvait être prouvé. Par conséquent, la mort devait être jugée naturelle. C'était aussi pour Mortimer une manière de châtier le roi qui avait la réputation d'être un sodomite. Arrivé à son 18e anniversaire, le jeune Édouard III apprit la fin terrible de son père et, en bon fils, résolut de le venger. On transmit en secret l'information selon laquelle le jeune souverain recherchait des conspirateurs. Contacté par des agents, Charles Cantwell sauta aussitôt sur l'occasion car, d'une part, il était partisan d'Édouard III et d'autre part, il n'avait connu que des déboires dans ses diverses entreprises. Aussi, ses perspectives d'avenir étaient-elles pour le moins bouchées. En octobre 1330, il prit part à une expédition punitive dont les membres se glissèrent audacieusement dans Nottingham Castle, la forteresse de Mortimer, en empruntant un passage secret. Les conjurés arrêtèrent le régicide au nom du roi et le transférèrent dans la plus grande discrétion à la tour de Londres, où il connut un sort funeste. Par gratitude, Édouard III éleva Charles au rang de baron et lui octroya une généreuse bourse royale ainsi que de nouvelles terres dans la région de Wroxall. Cantwell entreprit dès lors la construction d'un beau manoir qui fit honneur à son nom, Cantwell Hall. Le connétable des écuries du roi avait fait préparer le cheval de Charles Cantwell. Aussi partit-il au trot le long des berges de la Tamise, jouissant de l'air frais aussi longtemps que possible, avant de devoir s'immerger dans les ruelles étroites et fétides de la ville industrieuse. Une demi-heure plus tard environ, il arriva dans Thames Street, avenue assez large en comparaison, non loin du fleuve, à l'ouest de Saint-Paul, où il lui fut plus aisé de diriger sa monture au milieu des charrettes, chevaux, cavaliers et piétons. Arrivé au pied de Garrick Hill, il éperonna l'animal pour qu'il s'engage dans une longue ruelle étouffante et sinueuse. Il sortit sur-le-champ son mouchoir pour s'en couvrir le visage. De chaque côté de Cordwainer Street coulaient des égouts à ciel ouvert, mais ce n'étaient point les rejets humains qui incommodaient le plus Charles. À la différence des savetiers qui fabriquaient des chaussures bon marché à partir de cuir usagé et gagnaient leur vie en rafistolant de vieilles galoches, les bottiers, aristocrates de la profession, travaillaient le cuir neuf pour confectionner de beaux souliers. Aussi, dans leur quartier trouvait-on également les abattoirs et les tanneries, dont les activités consistant à faire bouillir des peaux et de la laine de mouton dégageaient des odeurs pestilentielles. Toute la bonne humeur de Charles s'était envolée quand il mit pied à terre. Il s'était arrêté devant une petite échoppe dont l'enseigne figurait une botte noire en fer forgé. Il attacha son cheval à un poteau et se fraya un chemin entre les flaques de boue qui s'étendaient devant le bâtiment à étages, flanqué d'autres constructions identiques, formant une longue chaîne appartenant à la même corporation. Il sentit aussitôt qu'il y avait un problème. Dans toutes les autres boutiques, portes et fenêtres étaient ouvertes, laissant entrevoir l'activité qui s'y déroulait, alors que celle où se rendait Charles était claquemurée. Il grommela dans sa barbe et martela la porte. Pas de réponse. Il recommença, plus fort encore, et s'apprêtait à défoncer, lui, à coups de pied quand il s'entrebâilla lentement, laissant apparaître une femme coiffée d'un fichu. « Pourquoi l'échoppe est-elle close ?» s'exclama-t-il avec colère. La femme était aussi frêle qu'une enfant, mais vieille et fatiguée. Cantwell l'avait déjà vue auparavant et songeait qu'elle avait dû être d'une grande beauté dans sa jeunesse. Désormais, son allure s'était flétrie, fanée par de lourds soucis et un dur labeur. « Mon époux est au plus mal, messire. »« C'est fort regrettable, madame, mais je suis venu quérir mes bottes. » Elle le dévisagea sans dire un mot. « Ah bien, femme, m'entends-tu ? Je suis venu quérir mes bottes. »« Il n'y a point de bottes, messire. »« Que signifie ? Sais-tu qui je suis ?» La lèvre tremblante, elle répondit. « Vous êtes messire le baron de Wroxall. »« Fort bien. Tu sais par conséquent que je vins ici il y a 6 semaines. Ton époux, Luc le bottier, fit des modèles en bois de mes pieds. Je lui payai d'avance la moitié de la somme. »« Il est malade depuis. »« Ah, voyons voir. »
Il s'engouffra dans la minuscule échoppe et regarda autour de lui. L'endroit servait à la fois d'atelier, de cuisine et de pièce de vie. D'un côté se trouvait l'âtre, avec des ustensiles, une table, des chaises. De l'autre, le banc de l'artisan, plein d'outils et quelques peaux de mouton. Au-dessus, sur une étagère, se trouvaient des douzaines de modèles en bois. Charles s'arrêta sur l'un d'eux, où était écrit « Roxol ». « Voici mes pieds !» s'écria-t-il. « À présent, où sont mes bottes ?» De l'étage supérieur, une voix faible appela « Elisabeth !»« Qui est là ?» Il n'a jamais pu les commencer, messire. Insista la vieille femme. Il est tombé malade. Est-il là-haut ? S'inquiéta Charles. J'ose espérer que la peste n'a point frappé cette maison. Oh non, messire. Il est atteint de consomption. Dans ce cas, j'irai lui parler. Oh non, je vous en prie, messire. Il est trop faible. Cela le tuerait. Depuis quelques années, Charles avait tout à fait perdu l'habitude qu'on lui refusât quoi que ce soit. Les barons étaient des barons. Les serfs et la petite noblesse devaient exaucer leurs moindres désirs. Ainsi se tenait-il, les poings plantés sur les hanches, agressif, la mâchoire en avant. « Il n'y a donc point de bottes !» dit-il enfin. « Non, messire !» répondit-elle en essayant de retenir ses larmes. « Je vous ai payé d'avance un demi-souverain !» répliqua-t-il avec une froideur extrême. « Rendez-moi mon argent ! Avec les intérêts, vous me devez 4 shillings. » Elisabeth pleurait à présent à gros sanglots. « Nous sommes sans le sou, messire. Mon mari ne peut plus travailler. J'ai même dû échanger ses peaux à d'autres membres de la guilde contre de la nourriture. » « Ainsi donc, vous n'avez ni bottes ni argent. Eh bien, que dois-je faire, femme ?»« Je ne sais point, messire. »« Il semble bien que ton époux ira finir ses jours en prison, aux bons soins de sa majesté. Et toi aussi, tu vas découvrir ce que cela fait d'être au cachot pour dette. Je m'en vais de ce pas chercher le shérif. » Elle tomba à genoux et, de ses bras, entoura les jambes du baron. « Je vous en supplie, messire, ayez pitié. Il doit bien y avoir un autre moyen, » articula-t-elle entre ses larmes. « Prenez ces outils en guise de remboursement. Prenez ce que vous voudrez. »« Elisabeth !» appela de nouveau Luc d'une voix faible. « Tout va bien, mon cher époux, » lui cria-t-elle. Mener ces voleurs en prison eût apporté à Charles une grande satisfaction. Toutefois, il préférait passer le reste de la matinée chez un autre bottier plutôt que de parcourir les ruelles crottées de la ville à la recherche du shérif. Sans daigner répondre à la vieille femme, il se dirigea vers le banc de travail et entreprit d'inspecter les différents maillets, pinces, clous et couteaux. Il émit un ricanement. Quelle utilité pour lui! Il saisit une sorte de lame de petite faucille et s'enquit. « Qu'est-ce donc ?»« Un tranchet. C'est un outil de cordonnerie. »« Que ferais-je de cela, ma ceinture ?» fit-il avec dérision. « Couper le nez d'un ribot ?» Il regarda de nouveau autour de lui et conclut. « Tout cela n'a aucun intérêt. Vous n'avez donc point d'objet de valeur ici. » « Nous sommes pauvres, messire. Je vous en prie, prenez les outils et laissez-nous en paix. » Il se mit à arpenter la pièce, à la recherche d'un objet qui pût le satisfaire assez pour abandonner l'idée de les faire jeter en prison. Hélas, leurs biens étaient maigres en effet. Ils possédaient les mêmes objets que ses serviteurs, au fond de leur pauvre masure. Soudain, ses yeux s'arrêtèrent sur un coffre. Sans demander la permission, il l'ouvrit. Là étaient rangés des vêtements d'hiver, capes et robes. Il y plongea la main et sentit soudain quelque chose de plat et dur. Il arracha les habits. C'était un manuscrit. « Vous avez donc une Bible ?» s'exclama-t-il. Les livres à l'époque étaient rares et d'une grande valeur. Jamais il n'avait rencontré paysan ou artisan qui en possédât. Elisabeth se signa et se mit à prier en silence. « Non, messire, ce n'est point une Bible. » Il prit le lourd volume pour l'examiner de plus près. Il s'étonna de la date gravée sur la tranche, 1527, et tourna la première page. Une liasse de parchemins non reliés tomba sur le sol. Il les ramassa et jeta un regard rapide au texte écrit en latin. Il lut le nom de Félix à la première ligne, puis remit les feuilles à leur place. Il s'intéressa ensuite au manuscrit. Ses prunelles parcoururent d'innombrables colonnes de noms et de dates.
Diantre! Quel est donc ce livre? La peur sécha les larmes de la vieille femme. Cela vient d'un monastère. L'abbé en fit présent à mon époux. Je ne sais point de quoi il s'agit. À la vérité, Luc ne lui avait jamais parlé du manuscrit. À son retour de l'île de Wight, des années plus tôt, il l'avait rangé dans ce coffre et nul n'y avait plus jamais touché. Il savait bien qu'Élisabeth ne souhaitait point entendre parler de l'abbaye. D'ailleurs, jamais il n'avait seulement prononcé son nom. La vieille femme éprouvait pourtant le sentiment que ce livre était maudit et se signait chaque fois qu'elle ouvrait le coffre. Le baron de Roxholm tournait page après page, chacune consacrée à l'année 1527. « Serait-ce là de la sorcellerie ?» s'interrogea-t-il. « Non, messire. » Dans un effort surhumain pour paraître crédible, elle ajouta « C'est un livre saint, fabriqué par les bons moines de l'abbaye de l'île de Wight. Mon époux, qui a connu l'abbé dans sa jeunesse, le reçut en cadeau. » Charles haussa les épaules. Ce manuscrit devait bien valoir quelque chose, sans doute même plus que 4 shillings. Son frère, qui était plus versé dans les livres que dans les armes, le lui dirait. Dès son retour à Cantwell Hall, il le lui soumettrait. « Je prendrai votre livre, mais sachez que je suis fort mari de ce désagrément. Je vous laisse ces bottes pour assister au conseil royal. À présent, tout ce qu'il me reste, c'est ma déception. » En silence, elle regarda fermer le manuscrit et repartir avec. Dehors, il le rangea dans les poches de sa selle, puis s'en alla en quête d'un autre bottier. Élisabeth grimpa à l'étage et entra dans la pièce minuscule où gisait son époux sur son lit de douleur. L'homme fort, en pleine santé, qui l'avait sauvé jadis, n'existait plus. Vieux, décrépit, il était désormais l'ombre de lui-même. Il se mourait. Une atmosphère funèbre régnait autour de lui. Le devant de sa chemise était constellé d'anciennes taches de sang marron, de glaire et de traces rouges, fraîches. Elle lui releva la tête pour lui faire boire une gorgée de bière. « Qui était-ce » murmura-t-il. « Le baron de Roxholm. » Ses yeux s'écarquillèrent de frayeur. « Ah, je n'ai point fait ses bottes. » Il fut pris alors d'une violente quinte de toux qui secoua son corps décharné. Elle attendit qu'il fût calmé. « Il est reparti. Tout va bien. » « Comment l'as-tu dédommagé? » ?»« Il m'avait payé. »« Tout va bien. »« Mes outils ?» hasarda-t-il avec tristesse. « Non. Autre chose. » Ses yeux continuaient de l'interroger. Elle prit sa main inerte dans la sienne et lui rendit un regard plein de tendresse. Un instant, ils se retrouvèrent à l'aube de leur rencontre, deux innocents, seuls contre les forces cruelles d'un monde en proie à la folie. Ce jour-là, il avait volé à son secours, tel un chevalier, la sauvant de cette crypte immonde et d'un sort pire encore. Elle avait passé sa vie à le remercier, hélas, sans jamais parvenir à lui donner d'héritier. Peut-être, d'une certaine manière, l'avait-elle sauvé aujourd'hui, en jetant un os aux loups qui hurlaient à leur porte. Son bien-aimé pourrait finir ses jours dans son lit. Le livre. Voilà ce que je lui ai donné. Il cligna des yeux, incrédule, tourna lentement sa pauvre tête vers le mur et se mit à pleurer. Chapitre 19. Will reconnut tout de suite ses vieilles sensations familières, la tête comme lestée de plomb, la bouche sèche, le corps courbaturé, comme s'il avait la grippe. Il tenait une bonne gueule de bois. Il se maudit pour ses faiblesses. Puis, avisant la bouteille aux 3/4 vide posée à côté de lui sur l'oreiller, telle une prostituée, il lui lança avec colère. « Mais qu'est-ce que tu fous là, toi ?» L'envie le prit de verser le reste dans le lavabo.
mais ce scotch ne lui appartenait pas. Il posa l'oreiller par-dessus pour ne plus le voir. Bien sûr, il se souvenait de tout. Il ne pouvait même pas se servir de cette bonne vieille excuse. Il avait trompé ses ex-femmes, ses petites amies, il avait même trompé ses maîtresses, mais jamais il n'avait trompé Nancy. Au fond, il était content de se sentir aussi mal. Il le méritait. Sur son téléphone portable, le SMS de Nancy attendait toujours une réponse. Après être passé par la salle de bain, la bouche pleine du goût frais de son dentifrice à la menthe, il décida de l'appeler. Il était très tôt outre-Atlantique, mais il savait qu'elle serait déjà levée pour s'occuper de Philippe et se préparer avant de partir au travail. « Tiens, tu m'appelles ? Tu as l'air surprise. Tu n'as pas répondu à mon texto. Loin des yeux, loin du cœur, j'imagine. » Ne dis pas de bêtises. Comment ça va ? Bien. Philippe a bon appétit. Super. Il ne semblait pas très à l'aise. Tout va bien ? Fit-elle. Ouais. Mais elle ne parut pas convaincue. Comment ça se passe là-bas ? Je suis dans un vieux manoir anglais, j'ai l'impression d'être dans un roman d'Agatha Christie. Mais les gens ici sont très gentils. Ils m'aident beaucoup. Ça valait le coup de venir. On a fait une incroyable découverte, mais je suppose que tu n'as pas très envie d'en entendre parler. Elle garda un instant le silence, puis répondit. Eh bien, c'est vrai, je n'étais pas contente l'autre jour. Mais j'ai réfléchi. Et j'ai compris quelque chose. Ah ? Passer tes journées à la maison, c'est difficile pour toi. Tu te sens enfermé. Alors bien sûr, dès qu'une aventure se présente, tu ne peux pas t'empêcher de sauter sur l'occasion. Will sentait que ses yeux le piquaient. Je t'écoute. Et puis, il y a autre chose. Il faut vraiment qu'on déménage. Tu étouffes trop dans cette ville. Je vais me renseigner sur les possibilités de mutation. Il se sentit soudain envahi par un insupportable sentiment de culpabilité. Eh bien, je ne sais pas trop quoi dire. Tu n'as rien à dire. Parle-moi plutôt de cette découverte. Peut-être pas au téléphone. Je croyais que tout allait bien. Oui, bien sûr, mais tu sais, les vieilles habitudes. Je te raconterai tout quand je te verrai. Quand rentres-tu ? Je n'ai pas encore terminé. Dans un jour ou deux, le plus vite possible. Nous avons trouvé le premier indice. Plus que 3. La flamme de Prométhée. Il était doué pour les énigmes, ce Shakespeare. Un énorme chandelier médiéval. Waouh ! Et après, le zéphyr flamand ? Ouais. Une idée ? Aucune. Et toi ? Je vais y réfléchir. Rentre vite. Las Vegas. C'était encore la nuit, et Malcolm Fraser dormait tranquillement aux côtés de son épouse quand il fut réveillé par les vibrations de son téléphone. C'était l'un de ses hommes depuis le centre des opérations à la zone 51. Il lui fit des excuses pour la forme. « Ouais, » fit Fraser en se levant. « On vient d'intercepter un appel de Piper à sa femme. Faites-le-moi écouter. » Il quitta sa chambre sur la pointe des pieds, passa devant celle de ses enfants et alla s'étendre sur le canapé du salon tout en écoutant l'enregistrement. Une fois terminé, il demanda à être mis en contact avec des corsos. « Chef !» s'écria l'autre. « Qu'est-ce que vous faites debout à cette heure-là ?»« Mon boulot, évidemment. Et toi ?» Le gardien était assis dans sa voiture de location tout près de la route et surveillait l'entrée de l'allée qui menait à Cantwell Hall. Nul ne pouvait entrer ni sortir sans qu'il le voie. Il venait juste de retirer un sandwich au poulet de son emballage de cellophane et il était en train de maculer son portable de sauce huileuse. « Ben, moi, pareil, » répondit-il. « Qu'est-ce qu'il fait ?»« Rien de particulier, à part baiser la petite fille du Lord. »« Que de turpitude, » grommela Fraser. « Des quoi ?» Fraser ne répondit pas. Il n'était pas un dictionnaire ambulant. Le plus drôle, c'est qu'il vient juste d'appeler sa femme. Mais pas pour lui avouer. Il a dit qu'il avait fait une incroyable découverte. Qu'il n'avait pas terminé le boulot, parce qu'il a encore 3 indices à trouver. On dirait qu'il est lancé dans une chasse au trésor. Voilà, vous savez tout, chef. Sinon, la bouffe ici est dégueulasse, mais je survivrai. Bien sûr que tu t'en sortiras.
dit Fraser, qui en savait quelque chose. « En tout cas, ne te fais pas remarquer. La CIA a promis au MI6 qu'elle allait enquêter sur ce qui était arrivé à leur agent, Cottle. Et nos agents à la CIA nous ont vaguement questionnés. Tout le monde ici cherche à calmer le jeu. Mais c'est pas le cas des autres et ça m'inquiète. » Fraser eut du mal à se rendormir. Il repassa sa stratégie dans sa tête, évitant de trop penser à ce qui pouvait foirer afin de ne pas devenir fou. Il avait décidé de laisser Spence en liberté afin que Piper puisse tranquillement mener à bien sa mission en Angleterre, quelle qu'elle soit. Jusqu'ici, tout se passait bien. Piper semblait faire des progrès. Qu'il aille jusqu'au bout, songea Fraser, on viendra cueillir le fruit quand il sera mûr. Et puis, il serait toujours temps d'arrêter Spence et de lui reprendre le manuscrit. Il ne serait pas difficile à retrouver. Sa maison à Las Vegas était sous surveillance, et le chef des gardiens était persuadé qu'il referait surface avant la date fatidique. Le temps ne jouait pas en sa faveur. Le vieux était comme mort. La gouvernante déposa devant Will une assiette de haricots. Il l'examina d'un air soupçonneux. Isabelle éclata de rire en lui conseillant d'être un peu plus ouvert. Il goûta. « Je pitche pas. Pourquoi gâcher un si bon toast avec ça ?» Des œufs au plat, une fricassée de champignons et du bacon furent ensuite servis. Il se força à manger par politesse. Avec sa gueule de bois, tout lui semblait difficile. Isabelle, elle, était fraîche comme une rose et bavardait gaiement, comme si de rien n'était. Ça lui allait. Il voulait bien jouer le jeu, si c'était ainsi qu'elle le prenait. Après tout, c'était peut-être la norme chez les jeunes d'aujourd'hui. Faire ça quand on en avait envie et puis ne plus y penser. Pas la peine d'en faire toute une histoire. Ça lui paraissait raisonnable. Peut-être était-il né une génération trop tôt. Lord Cantwell n'était pas encore levé, aussi était-il en tête-à-tête. Ce matin, j'ai commencé à faire des recherches sur les moulins des Flandres. Quelle énergie! Eh bien, comme vous sembliez parti pour dormir la moitié de la journée, je me suis dit qu'il fallait bien que quelqu'un s'y mette. Répliqua-t-elle avec espièglerie. J'ai eu une nuit difficile. Ah? Will n'avait pas envie de s'engager dans cette voie, aussi il reprit. Vous avez parlé de Moulin des Flandres. Devant elle s'étalaient des pages imprimées à partir d'un site internet. Eh bien, comme je le disais, j'ai réfléchi à ce qui bénit le doux zéphyr flamand, et je suis sûre qu'il s'agit d'un moulin. En effet, saviez-vous que le premier fut construit dans les Flandres au XIIIe siècle? Leur nombre atteignait plusieurs milliers au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, il en reste moins de 200 en Belgique et seulement 65 dans les Flandres. Le dernier en activité a cessé de fonctionner en 1914. Elle leva les yeux vers lui et lui sourit. « Tout ça ne nous aide pas beaucoup, » répondit-il en avalant son café. « Certes, mais cela m'a donné du grain à moudre, si je puis dire. Il faut que nous cherchions une image, un tableau, un objet d'art, quelque chose qui représente un moulin. Nous savons déjà que la bibliothèque ne recèle rien de ce genre. » Très bien, je vois que vous êtes pleine d'idées. Je suis heureux de constater que vous, au moins, vous êtes opérationnel. Elle débordait d'enthousiasme, telle une jeune pouliche piaffant avant son galop matinal. La journée d'hier a été l'une des plus excitantes de toute ma vie, Will. C'était incroyable. Il la considéra depuis ses brumes éthyliques. Je veux dire, sur le plan intellectuel, fit-elle à haute voix, avant de murmurer, sous couvert des bruits de vaisselle émanant de la cuisine. Mais aussi physique. N'oubliez pas que vous ne pouvez rien dévoiler de tout cela, répliqua-t-il avec le plus grand sérieux possible. Il y a des gens qui pourraient vous faire taire de manière très brutale, dans le cas contraire. Mais vous ne pensez pas que le reste du monde a le droit de savoir? Reprit-elle en lui adressant un grand sourire. Et entre parenthèses, ça lancerait ma carrière d'une façon spectaculaire. Je vous en supplie, pour votre bien comme pour le mien, n'y pensez plus. D'ailleurs, si vous ne me jurez pas de garder le secret, je repars sur le champ avec le poème et nos recherches s'arrêtent là. Il ne souriait plus. Oh, très bien. Et mon grand-père, que lui dirais-je? Que le parchemin était intéressant, mais qu'il ne parlait pas du manuscrit. Trouvez quelque chose, je fais confiance à votre imagination.
Ils se remirent au travail en errant à travers le manoir, en quête du plus infime détail. Will remplit sa tasse de café et l'emporta avec lui, ce qu'Isabelle trouva très américain. Le rez-de-chaussée de Cantwell Hall était labyrinthique. Les communs, à l'arrière du manoir, consistaient en une série de celliers et de quartiers réservés aux domestiques. La salle à manger, pièce aux proportions harmonieuses donnant sur la façade, était située entre les cuisines et le hall d'entrée. La veille, Will avait passé toute la journée dans la grande salle d'apparat et la bibliothèque. Ce matin-là, il découvrit une autre vaste pièce donnant sur le jardin de derrière, qu'on appelait le salon français, car il était entièrement décoré de meubles et de bibelots français du XVIIIe siècle, qui dormaient sous une épaisse couche de poussière. Will découvrit aussi que la grande salle d'apparat n'avait pas de fenêtre, car au XVIIe siècle, on avait rajouté une longue galerie contre la façade afin de relier le manoir aux écuries, reconverties en salle de bal. L'entrée de cette galerie se situait dans le hall. Sa porte était si discrète que Will ne l'avait même pas remarquée. C'était un long corridor, haut de plafond, aux sombres lambris recouverts de tableaux, et orné par endroits d'une statue de pierre ou de bronze. Il s'ouvrait sur une immense salle à l'atmosphère fraîche, qui n'avait accueilli ni bal ni banquet depuis un bon demi-siècle. Will sentit sa volonté fléchir en entrant. L'endroit était rempli de meubles et de caisses pleines d'objets divers, recouverts de draps. Grand-père appelle ça son compte en banque. Ce sont les choses qu'il a décidé de vendre pour payer les factures des prochaines années. Et là-dedans, il pourrait y avoir des trucs qui datent du XVe siècle. C'est possible. Will secoua la tête malgré le sang qui lui battait aux tempes. Il jura. La salle de bal était reliée par un petit couloir à une chapelle, lieu de recueillement privé des Cantwell. C'était un petit édifice de pierre, simple et tranquille, comportant 5 rangées de bancs et un autel de calcaire. Un Christ en croix contemplait l'espace désert, illuminé par le soleil qui filtrait à travers les vitraux. L'endroit ne sert guère. Grand-père veut que la famille se rassemble ici quand son heure sera venue. Une messe privée y sera dite lors de son enterrement. « C'est le clocher que j'aperçois depuis ma chambre ?» demanda Will en désignant le plafond. « Oui, venez voir. » Ils sortirent dans l'herbe grasse et fraîche. Dans la lumière, la rosée faisait comme un vernis. Ils firent quelques pas pour pouvoir contempler les lieux dans leur ensemble, et Will se mit à rire. C'était en effet un curieux petit bâtiment, de style gothique, avec 2 tours rectangulaires encadrant la façade, une nef, un transept et un clocher pointu tel une lance s'élevant vers les cieux. Vous reconnaissez ? Il haussa les épaules. C'est une reproduction miniature de Notre-Dame de Paris. Edgar Cantwell l'a fait bâtir au XVIe siècle. La véritable cathédrale avait dû lui faire une grosse impression. Votre famille est décidément intéressante. À mon avis, les Piper ont dû nettoyer les bottes crottées de vos ancêtres. L'humeur de Will s'améliorait. Sa gueule de bois se dissipait peu à peu. Ils passèrent du temps à fouiller la salle de bal, cherchant un objet en rapport avec les Flandres et le vent, tout en gardant à l'esprit les notions de prophète et de fils trouble-fête. Quand le déjeuner fut servi, il avait faim. Le vieux lord s'était levé et se joignit à eux. Sa mémoire récente étant quelque peu désorientée, Isabelle n'eut aucun mal à le détourner de l'épître de l'abbé Félix. Il s'intéressait essentiellement aux supposés poèmes de Shakespeare, car ses soucis financiers constituaient sa principale préoccupation. Aussi sonda-t-il de nouveau les intentions de Will, et fut rassuré d'entendre que si les recherches se passaient bien, il conserverait le précieux document. Il encouragea donc sa petite fille à faire preuve d'empressement. Puis se mit à disserter sur les maisons de vente aux enchères, sur la possibilité de laisser Pearce & White s'occuper de l'affaire, étant donné le succès remporté par la vente du manuscrit, en évoquant toutefois la possibilité de s'adresser à Sotheby's ou Christie's, dont le standing international correspondait mieux à l'importance de l'événement. Ensuite, il s'excusa, car il devait s'occuper de sa correspondance. Will et Isabelle en profitèrent pour monter jeter un coup d'œil à la chambre de Lord Cantwell. Isabelle n'avait guère l'habitude de s'y rendre, mais c'était l'une des pièces les plus anciennes du manoir, aussi ne pouvait-il pas faire l'impasse. Ils trouvèrent là quelques portraits, pendules et petites tapisseries, mais pas le moindre moulin. Ils revinrent donc à la salle de bal.
où ils poursuivirent leurs recherches une bonne partie de l'après-midi, ouvrant des caisses pour examiner des douzaines de tableaux et de bibelots. À la fin de l'après-midi, ils avaient passé au crible la salle à manger, le salon français, et s'apprêtaient à retourner dans la bibliothèque et dans la grande salle d'apparat en proie à un découragement grandissant. Enfin, Isabelle demanda à s'arrêter pour le thé. La gouvernante n'était pas encore revenue des courses, aussi la jeune femme alla-t-elle préparer la collation à la cuisine, laissant Will allumer le feu. La tâche le ramena à l'époque où il était scout. Il disposa avec application les briques dans l'âtre, puis construisit une plateforme de petits bois qui améliorerait la circulation de l'air et diminuerait les fuites de fumée dans la pièce. Ensuite, il posa les bûches, alluma l'ensemble et s'assit pour contempler son œuvre. Le feu prit tout de suite, et les flammes grimpèrent très vite à l'assaut de la cheminée. Le reflux était moindre, en effet. Le vieux chef scout de Will, à Panama City, aurait été fier de lui. En tout cas plus que son père, ce type au cœur de pierre qui avait toujours dénigré ses premiers exploits, quand il ne pointait pas leur absence. La mélancolie l'envahissait. Il était là, déçu de constater que ses vieux démons étaient toujours là, tapis quelque part. La bouteille de scotch était demeurée dans sa chambre, et tandis que ses pensées dérivaient ainsi, ses yeux erraient aussi sur la cheminée devant lui. L'un des carreaux de faïence de Delft blanche et bleue, qui bordait le cadre, retint son attention. C'était une scène charmante, représentant une mère qui traversait un pré avec un fagot de petits bois dans une main, tenant son bébé de l'autre bras. Son bonheur semblait parfait. « Elle n'est sans doute pas mariée à un connard dans mon genre », songea Will. Ses yeux glissèrent vers le carreau du dessous. Un instant, il resta médusé. Puis il se leva d'un bond et se précipita vers la cheminée. Quand Isabelle arriva avec un plateau, elle le trouva debout, immobile devant le feu. « Regardez !» Elle déposa son chargement et s'approcha. Mon Dieu, juste sous notre nez. J'ai tapé dessus hier. Sur les berges d'un cours d'eau sinueux s'élevait un petit moulin gracieux. L'artiste était assez talentueux pour laisser imaginer qu'il allait se mettre à tourner. La brise descendait en effet dans la vallée car, au loin, on voyait des oiseaux déployer leurs ailes pour planer dans le courant d'air. Le thé refroidit. Isabelle s'assura que son grand-père était bien dans sa chambre. Puis elle alla chercher la boîte à outils dans le placard de l'entrée. Will y prit quelques instruments. Je vous en supplie, ne le cassez pas. Il promit d'y aller doucement, sans toutefois être sûr de rien. Il choisit ensuite un petit marteau et le tournevis plat le plus petit et le plus fin possible. Puis, retenant son souffle, il entreprit de retirer le joint. C'était une tâche lente et fastidieuse, mais peu à peu le mortier, moins dur que la faïence, céda sous la lame du tournevis. Quand il eut fini avec le premier joint vertical, il continua par l'horizontale. Au bout d'une demi-heure, les deux joints horizontaux étaient dégagés. Comme il travaillait tout près du feu vif, il était en sueur, sa chemise trempée. Il décida d'essayer de décoller tout de suite le carreau sans retirer le dernier joint. Isabelle se tenait juste derrière lui, observant le moindre de ses mouvements. Elle approuva. Il ne fallut que 3 légers coups obliques avec le tournevis pour soulever le carreau de quelques millimètres. Par bonheur, il était intact. Will posa les outils et se servit de ses doigts pour insister, soulevant peu à peu le carreau jusqu'à ce qu'il se détache complètement. Ils virent tout de suite un bouchon de bois au centre de l'espace dégagé. Voilà pourquoi ça ne sonnait pas creux quand j'ai tapé dessus hier. Will utilisa son tournevis comme levier pour faire sauter l'obstacle. Derrière se trouvait une cavité arrondie d'environ 2,5 cm de diamètre et qui semblait profonde. « J'ai besoin d'une torche », fit Will d'un ton pressant. La boîte à outils contenait un stylo lampe. Il le braqua sur le trou et prit une pince. « Qu'est-ce que vous voyez ?» La pince se referma sur quelque chose et il tira. Ça, c'était une feuille de parchemin roulée. « Laissez-moi regarder !» s'exclama-t-elle. Il la laissa le dérouler, puis se pencha sur son épaule.
C'est écrit en français. C'est bien ce que je disais. Je suis content que vous soyez là. Difficile à lire. Quelle écriture atroce. C'est une lettre adressée à Edgar Cantwell, datée de 1530. Dieu du ciel, Will, regardez qui l'a signé. Jehan Covin. Et qui ça? Calvin, le père du calvinisme, de la prédestination, de la prescience, etc. Il s'agit juste du plus grand théologien du XVIe siècle. Elle parcourait la page des yeux tout en parlant. Et il parle de notre livre. « 1527, Wroxall. Chapitre 20. Grâce à la neige qui recouvrait la forêt et les prés des environs de Cantwell Hall, la chasse s'avérait prometteuse. Toute la matinée, Thomas Cantwell et sa suite avaient poursuivi un sanglier véloce et robuste qui toutefois finirait rôti, car ses traces étaient très faciles à suivre sur le manteau blanc, et que les chiens n'étaient point gênés par les odeurs habituelles de l'humus. L'Hallali constitua un événement tel qu'on en causa jusqu'à la fin de l'hiver, le soir, autour du feu. Le soleil était au zénith, et la réverbération de la lumière sur la neige aveuglait les cavaliers, quand enfin la meute réussit à acculer l'animal contre un taillis de bruyère inextricable. Le solitaire lutta, éventrant un des lévriers, tandis qu'il se faisait mordre à l'arrière-train. Grognant, haletant, il tenait bon malgré le sang qui coulait de sa plaie. Tous les participants à la chasse assistaient au spectacle à une distance respectable, rangés en demi-cercle. Le baron se tourna vers son fils, Edgar, jeune homme maigre, âgé de 17 ans, aux traits taillés à la serpe. « Achevez-le, Edgar, que je puisse être fier de vous. »« Moi » hasarda le jeune homme. « Oui, vous » répéta le baron, irrité. Son frère William amena son cheval auprès de celui de son père. « Père, pourquoi pas moi ?» William avait 1 an de moins qu'Edgar, pourtant il paraissait plus âgé. Il était mieux bâti, avait le menton plus carré et, en vrai chasseur, ses yeux étaient injectés de sang. « Parce que telle est ma volonté !» grogna le baron. Le visage du cadet se décomposa sous l'effet du courroux, mais il se contint. Edgar regarda autour de lui. Ses cousins et ses oncles lui lançaient encouragements et plaisanteries flatteuses. Il descendit de sa monture, la poitrine gonflée, et prit la dague que lui tendait un serviteur. C'était une arme à longue lame, spécialement conçue pour la chasse au sanglier, avec une garde empêchant de pénétrer trop en profondeur. Dans les mains d'un habile chasseur, elle pouvait transpercer l'animal jusqu'au cœur, puis être retirée sans difficulté à travers la peau épaisse. Edgar saisit la dague à 2 mains, puis avança lentement dans la neige. Fou de terreur, le sanglier le vit venir et commença de grogner, de couiner. Les chiens se mirent à leur tour à aboyer de peur. Edgar avait des sueurs froides en s'approchant ainsi de la masse des bêtes. Jamais auparavant ne lui était échu cet honneur. Il voulait à tout prix s'en montrer digne et dissimuler ses craintes. Quand il sentirait le moment venu, il fondrait sur le sanglier et frapperait en passant par-dessus la meute. Il hésitait. Il se retourna vers son père qui, d'un geste irrité, lui fit signe de poursuivre. Hélas, au moment où il se décidait enfin, le solitaire fit une tentative pour fuir et chargea les chiens. L'un d'eux, pris de panique, se releva sur son train arrière à l'instant où Edgar s'apprêtait à frapper, l'arrêtant dans son élan. La bête sauvage engagea le combat et quelques secondes plus tard, le lévrier gisait, éventré sur le dos. Alors, harcelé par les autres chiens, l'animal enragé fit un bond en avant, ses défenses dirigées droit sur l'aine d'Edgar. D'instinct, ce dernier recula, mais sa botte resta enlisée dans la neige. Il perdit alors l'équilibre et tomba à la renverse. Ce faisant, il laissa choir la dague, qui se figea verticale, dans le sol, la pointe vers le haut.
Par une chance extrême, la bête bondit et vint s'empaler sur la lame à moins de 30 cm du jeune homme qui l'eût autrement émasculé. Dans un horrible glapissement et un geyser de sang, le sanglier rendit l'âme entre les jambes du garçon. Edgar frissonnait encore de froid et de peur quand tout le monde se rassembla autour de la cheminée dans la grande salle d'apparat. Les hommes parlaient haut et fort. Ils riaient bêtement en engloutissant d'épaisses tranches de gâteaux noyés sous des cruches de vin. Le jeune William prenait largement part aux festivités, exultant face aux mésaventures de son aîné. Seul Edgar et son père demeuraient silencieux. Assis dans son grand fauteuil, devant l'âtre, le baron buvait sans bruit. Dans le coin, Edgar, lui, sirotait du vin doux. « Alors, va-t-on le manger, ce sanglier ?» fit l'un des cousins du jeune homme. « Et pourquoi cette question ? » ?»« Parce que j'ai jamais goûté à une bête qui se fût tuée elle-même. » Les hommes riaient si fort qu'ils en pleuraient, ce qui ne fit qu'assombrir l'humeur du baron. Son aîné était une constante source d'inquiétude et de vexation. Il n'excellait en rien qui comptât. C'était un élève peu enthousiaste. Quand ses maîtres en parlaient, il soupirait, mais ne faisait point d'éloge. Sa pitié, sa ferveur dans la prière étaient douteuses. Et pour clore le tout, il était piètre chasseur. L'épisode de ce jour avait hélas confirmé les craintes de son père. C'était un miracle que le garçon n'eût point péri dans l'aventure. Le baron savait, hélas, que les seuls véritables talents d'Edgar consistaient à taquiner les filles et la bouteille. Durant la sainte période de Noël, il avait prié chaque jour dans la chapelle familiale. Il avait aussi beaucoup réfléchi et décidé quel serait le sort du garçon. À présent, il était plus déterminé encore. Edgar interpella un domestique pour lui demander de remplir son verre. L'expression amère de son père ne lui échappa point, et il frissonna. En fin de journée, après une petite sieste, Edgar s'éveilla dans sa chambre froide et sombre, au premier étage du manoir de Cantwell Hall. Il alluma plusieurs chandelles, puis rajouta quelques petites bûches dans la cheminée peu profonde. Il enfila par-dessus sa chemise une épaisse robe d'intérieur et entrebâilla la porte de sa chambre. Au bout du couloir, Molly, la femme de chambre de sa mère, était assise sur un banc, devant la porte des appartements de Lady Cantwell, attendant ses ordres. D'un an plus jeune qu'Edgar, elle était petite et en chair et portait ses cheveux noirs rassemblés sous un bonnet de lin. Elle l'attendait et il lui adressa un sourire timide. Il lui fit signe de venir, alors elle se leva sans bruit et, à pas de loup, se rendit dans la chambre du jeune homme. Ainsi se retrouvèrent-ils, sans échanger un mot, suivant une routine bien établie. Au moment où la porte se refermait derrière la servante, William Cantwell ouvrit la sienne et vit la jeune fille entrer chez son frère. En joie, il descendit ensuite l'escalier comme un voleur pour aller commettre ses propres forfaits. Edgar se jeta sur son lit et sourit à la petite servante. « Bonsoir, Molly. »« Bonsoir, monseigneur. »« Est-ce que je t'ai manqué ?»« Mais je vous ai vu hier. » fit-elle, malicieuse. « C'est déjà si loin. » rétorqua-t-il d'un ton boudeur. Puis il tapota sur le matelas. « Reviendras-tu me voir ?»« Il faut qu'on se dépêche, » dit-elle en riant. « Ma maîtresse peut me mander à tout instant. » Cela prendra exactement le temps que ça prendra. On ne peut interférer avec les lois de la nature. Dès qu'elle eut grimpé sur le lit, il la saisit et la prit dans ses bras. Ils se mirent à rouler d'un bord à l'autre du lit, en se caressant et en s'excitant l'un l'autre, jusqu'à ce que la jeune fille pousse un petit cri. Elle s'arrêta, sourcils froncés, et se frotta la tête. « Mais qu'avez-vous donc caché sous votre oreiller ?» Elle le souleva et découvrit un gros livre qui portait sur la tranche le chiffre 1527. « Laisse ça. »« Qu'est-ce que c'est ?»« Ce n'est qu'un livre et cela ne te concerne point, mademoiselle. » »« Mais pourquoi le cachez-vous ?» Il avait piqué sa curiosité. Il allait falloir la satisfaire avant de pouvoir passer à autre chose.
Mon père ignore que je l'ai pris dans sa bibliothèque. Il veille jalousement sur ses livres. Pourquoi celui-ci vous intéresse-t-il autant? Tu vois la date ici ? 1527. Quand j'étais enfant, je m'interrogeais sur cet ouvrage qui possédait une date dans le futur. J'étais fasciné. Mon père m'a toujours dit que ce livre recelait un grand secret et que, à mes 18 ans, il me montrerait une lettre très ancienne, cachée dans son coffret, qui me révélerait toute la vérité. À l'époque, je rêvais de ce qui se passerait en l'an 1527, l'année de mes 18 ans. Eh bien, nous y sommes. 1527 commence, si tu ne le savais pas. Ce livre et moi avons atteint l'âge fatidique. Est-ce un livre de magie, monseigneur? Il remit l'oreiller par-dessus et la prit dans ses bras. Si la petite Molly s'intéresse à la magie, peut-être aimerait-elle voir ma baguette magique ? Edgar était bien trop occupé pour entendre qu'on l'appelait pour dîner. Au moment le plus mal choisi, son père ouvrit la porte de sa chambre, sans ménagement, et découvrit son fils, le derrière niché entre des cuisses nues, entouré de jupons relevés et le visage enfoncé dans une poitrine généreuse. « Que diable faites-vous donc ?» s'écria le baron. « Arrêtez cela, immédiatement !» Il resta pétrifié, bouche bée, tandis que les jeunes amants se rhabillaient en hâte. « Père, silence ! Je vous interdis de parler. Quant à toi, petite gourgandine, tu vas quitter cette demeure sur le champ. » Oh, je vous en prie, monseigneur. Oh, je n'ai nulle part où aller. Se mit-elle à pleurer. « Peu me chaud. Si tu es encore à Cantwell Hall dans 1 heure, tu seras fouetté. À présent, hors d'ici !» Elle s'enfuit en courant, ses vêtements en désordre. « Quant à vous, » fit le baron à son fils recroquevillé de peur, « je vous verrai au souper. Lors, vous serez informé de votre sort. » La longue table à tréteaux était dressée dans la grande salle d'apparat pour le banquet du soir, et le clan Cantwell, au grand complet, s'attaquait déjà bruyamment au premier plat. Le feu crépitant dans l'âtre et le nombre de convives avaient eu raison des froidures hivernales. Thomas Cantwell était assis au centre, aux côtés de son épouse. Les soucis que lui causait son fils n'avaient point entamé son bel appétit, aiguisé par la longue traque dans les bois enneigés. Il eut au fait d'avaler son copieux bouillon de chapon, puis son potage de poireaux au jambon. Le sanglier rôti était son plat préféré. Il lui fallait, malgré tout, garder de la place. Toutes les conversations s'interrompirent lorsqu'Edgar entra, les yeux baissés, fixant le parquet pour ne point affronter les regards des membres de sa famille ou des domestiques. Tout le monde devait être au courant, désormais. Il lui fallait affronter les regards goguenards. Ses jeunes cousins qui riaient sous cape, tout comme ses oncles, étaient sans aucun doute aussi coupables que lui en matière d'amours ancillaires. Hélas, ce soir-là, c'était lui qui s'était fait prendre, à sa grande honte. Il vint s'asseoir près de son père et se servit un verre de vin. « Vous avez manqué le bénédicité, Edgar » fit doucement sa mère. William, son frère, qui se tenait auprès d'elle, sourit et murmura, acerbe. « Il a reçu une autre forme de bénédiction. »« Silence !» tonna le baron. « Je ne tolérerai point qu'on évoquât ces choses à ma table. » Le souper se poursuivit dans une morne ambiance. Un membre de la famille revenait de la cour, et il interrogea les autres sur ce qu'ils pensaient de la demande du roi auprès du pape pour faire annuler son union avec la reine Catherine. Les Cantwell éprouvaient force admiration pour la piété de la reine, et la catin Boleyn ne leur inspirait que mépris. Toutefois, même au sein de la famille, ce genre de propos n'était pas sans conséquence. L'influence d'Henri se faisait sentir jusque dans les moindres paroisses. On trouverait un compromis, assura Thomas. L'idée d'un schisme pour pareil motif semblait inconcevable. Le sanglier rôti et découpé arriva sur la table, porté sur un immense plateau de bois. Il fut immédiatement dévoré à grand renfort de tranches de pain noir. Le repas s'acheva par un flan, servi avec des noix et des figues sèches, accompagné de vin épicé. Enfin, le baron s'essuya les mains et la bouche sur la nappe qui recouvrait la table, s'éclaircit la gorge et, lorsqu'il fut sûr d'avoir capté l'attention de son fils,
il le sermonna comme il l'entendait. « Mes frères et ma fidèle épouse le savent, je suis fort mécontent de votre éducation, Edgar. » La sévérité âpre du ton fit baisser les yeux à tous les convives. « Vraiment, père ?» « J'attendais bien davantage de vous, mon fils. Votre oncle, Walter, sut tirer de grands profits de l'éducation qu'il reçut à Oxford en devenant, vous ne l'ignorez point, un éminent avocat dans cette ville. Hélas, il semble que les règles en vigueur à Merton College se soient beaucoup dégradées. » La lèvre du jeune homme se mit à trembler. « Comment ça, mon père ?»« Eh bien, il n'est qu'à vous regarder, » s'écria le baron. De quelle autre preuve aurais-je besoin? Vous êtes plus érudit en matière de vin, de chansons et de filles qu'en latin, en grec ou en religion. Vous ne retournerez point à Oxford, Edgar. Votre éducation se poursuivra dans un autre établissement. Le garçon songea alors à ses amis et au confort de Merton College. Il y avait une taverne accueillante près de son école qu'il allait beaucoup regretter. « Et où irais-je, père ?» Au collège de Montaigu de l'université de Paris. Edgar releva la tête, rempli d'effroi, et chercha tout de suite la mine renfrognée de son cousin Archibald. Ce monstre sans joie avait passé 6 ans au collège de Montaigu, et il avait longuement décrit à Edgar la vie d'austérité et de privation qu'il y avait menée. Le baron se leva et sortit de la grande salle en déclarant « Sur ma foi, les bons pères sauront vous éduquer. Ils feront de vous un honorable Cantwell, qui craignent le Seigneur. Allez faire vos malles, mon garçon, vous partez pour Paris. Cette damnée cité sera désormais votre foyer. » Archibald fit une espèce de grimace et ajouta à la misère du jeune homme « Il y a 3 choses à savoir au sujet de Montaigu, cousin. On y soupe mal, les lits sont durs, mais point autant que les coups. Un bon conseil, finissez votre vin car là-bas, tout ce que vous boirez, ce sera de l'eau. » Edgar se leva à son tour. Il ne voulait point offrir à sa maudite famille le spectacle de ses larmes. « Portons un toast à mon frère qui s'apprête à nous quitter !» s'écria alors William, grisé par le vin du banquet. « Puissent les gentes dames de Paris traiter avec respect et honneur la nouvelle piété d'Edgar. » « 1527, Paris. » Chapitre 21. Edgar Cantwell se réveilla peu après 4 heures dans un état proche du désespoir. Il sut presque gré à l'incessant fracas de la cloche du collège de l'avoir tiré de ce mauvais sommeil. Jamais il n'avait eu aussi froid de sa vie. Les carreaux de verre de sa fenêtre étaient couverts de givre à l'intérieur et, en sortant la tête de sous sa maigre couverture pour allumer une chandelle, il vit son souffle se transformer en nuée blanchâtre sitôt sortie de ses narines. Transi, il avait dormi tout habillé, sans même ôter sa cape ni ses souliers. Pourtant, il grelottait, et se faisait l'effet d'être aussi froid qu'un glaçon. Il s'apitoya sur sa chambre minuscule, aussi dépouillée que la cellule d'un moine, et songea à ce qu'eussent pensé ses amis de Merton College, s'ils avaient pu constater sa déchéance. Montaigu n'avait point failli à sa réputation. C'était l'enfer sur terre. Mieux vaudrait la prison, songea-t-il. Au moins, on ne vous y fait pas apprendre Aristote en latin à coups de cravache. L'existence avait perdu tout intérêt pour le jeune homme. Or, il était là depuis seulement quelques semaines. La période scolaire s'achevait en juillet, une éternité. La mission du collège de Montaigu était de préparer les jeunes gens à la prêtrise ou à la charge d'avocat. Sous la férule du principal Tempête, théologien conservateur de la plus terrible engeance, Montaigu exerçait un strict contrôle sur la vie morale de ses élèves. Ces derniers étaient en effet obligés de passer au crible leur conscience en confessant en public de manière régulière leurs péchés et en dénonçant le comportement de leurs camarades.
Afin de les maintenir dans un état de pénitence perpétuelle, Pierre Tempête les faisait continuellement jeûner en leur distribuant une nourriture grossière et parcimonieuse et, l'hiver, en les abandonnant au froid sans le moindre remords. Et puis, il y avait les châtiments corporels, laissés aux bons soins d'impitoyables éducateurs, voire du principal en personne. Edgar se levait à 4 heures pour assister à l'office du matin dans la chapelle, avant de se rendre à sa première leçon dans une salle de classe plongée dans la pénombre. Les cours étaient en français, langue qu'il avait étudiée à Oxford et que, à son grand désarroi, il devait dorénavant utiliser au quotidien. À 6 heures avait lieu la messe, suivie d'un petit déjeuner frugal consistant en une tartine vaguement beurrée. Ensuite venait la grande classe avec le quaestio, débat entre un seul élève et un éducateur portant sur un sujet de philosophie, d'arithmétique ou sur les écritures, dont le jeune homme redoutait tout particulièrement la forme. Le pédagogue, muni d'une baguette, posait des questions sur un passage qu'on venait de lire. L'élève répondait, puis venait une autre question, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le sens profond du texte eût été élucidé. Pour les meilleurs d'entre eux, l'exercice était stimulant, obligeant à un effort intellectuel soutenu. Pour Edgar, cela signifiait une pluie de coups sur les épaules et le dos, accompagnée d'insultes et de remarques méprisantes. S'ensuivait le déjeuner, durant lequel on leur lisait la Bible ou des passages de la vie des saints. Le garçon avait un avantage sur ses camarades, car il faisait partie des caméristes, pensionnaires payants qui bénéficiaient de la table commune, où l'on servait des portions modestes. Les pauvres, quant à eux, retournaient dans leur chambre où ils devaient jeûner. Certains étaient souvent au bord de l'inanition. Même pour le jeune Anglais, ses repas étaient à peine suffisants, du pain, un peu de compote, un hareng, un œuf et un morceau de fromage accompagné d'un verre de vin coupé d'eau. À midi, les élèves se rassemblaient et on les interrogeait alors sur leurs activités matinales. Puis venait une période de repos ou de lecture publique en fonction des jours. De 3 heures à 5 heures de l'après-midi, ils revenaient en classe, puis se rendaient à la chapelle pour les vêpres, avant de se réunir à nouveau pour discuter de leurs travaux de l'après-midi. Le dîner consistait en un quignon de pain, un œuf ou un morceau de fromage, voire un fruit, tandis qu'on leur lisait à nouveau la Bible. Puis, les éducateurs revenaient interroger leurs élèves, qui se rendaient ensuite une dernière fois à la chapelle, avant d'aller se coucher à 8 heures du soir. 2 fois par semaine, un moment récréatif était ménagé dans leur emploi du temps, pendant lequel ils pouvaient aller se promener. De l'autre côté de la rue des 7 voies se trouvait un repère de brigands et de vermines de la pire engeance, qui eussent volontiers coupé le cou d'un élève pour lui ravir une agrafe de manteau ou une paire de gants. L'atmosphère n'en était que plus détestablement empuantie par les égouts de Montaigu, qui déversaient les déchets à même la chaussée, rendant l'endroit tout à fait malsain. Malgré la tentation de s'enfuir, ou plutôt de faire une escapade, les environs du collège étaient si peu accueillants que la plupart des jeunes gens se rendaient au Pré-aux-Clercs, en bordure de Seine, où se réunissaient en général les étudiants. Encore affamé alors qu'il sortait du petit déjeuner, Edgar se rendit à la grande classe, la peur au ventre. Le sujet du jour concernait les indulgences et l'exsurgé dominé, une bulle du pape Léon X où il condamnait les erreurs de Martin Luther. Le sujet déclenchait une violente controverse, aussi était-il parfait pour le débat. Le garçon redoutait que Bédier, leur maître, ne l'appelât, car il ne l'avait point fait au cours de la semaine passée. Les élèves, au nombre de 20, prirent place sur les 2 rangées de bancs bas, pelotonnés les uns contre les autres pour se sentir plus chauds. L'aube poignait, et une vague lueur pénétrait par les hautes fenêtres étroites de la salle poussiéreuse. Le pédagogue, obèse et pontifiant, arpentait le plancher, rongeant son frein tel un matou qui s'apprête à bondir sur un souriceau. Comme le craignait le jeune Anglais, les premiers mots qui tombèrent de sa bouche furent « Monsieur Cantwell, levez-vous ». Il sentit sa gorge se serrer et s'exécuta.
Dites-moi quels sont les 3 actes qui permettent la rémission de nos péchés. » Soulagement, il connaissait la réponse. La confession, l'absolution du prêtre et la satisfaction, maître. » Et comment parvient-on à la satisfaction ? En se livrant à de bonnes œuvres, maître, comme en visitant les reliques, en faisant des pèlerinages, en disant son rosaire et en achetant des indulgences. Expliquez le sens de per modum suffragii. Edgar écarquilla les yeux. Il n'en avait pas la moindre idée. De plus, il était inutile d'essayer de deviner, cela n'eût fait qu'empirer la situation. « Je l'ignore, maître. » L'énorme éducateur le fit avancer et s'agenouiller. Le garçon vint vers lui comme s'il allait à la potence. Il adopta la position requise devant le prêtre, qui le frappa 4 fois sur le dos de toutes ses forces. « À présent, relevez-vous et restez auprès de moi, monsieur, car je subodore que cette verge n'a point fini de s'abattre sur votre échine. Qui parmi vous connaît la réponse ?» Au premier rang, un jeune homme pâle se leva. Jehan Cauvin était grand et maigre. À 18 ans, il avait les joues creuses, le nez aquilin et un maigre début de barbe. Originaire de Noyon, c'était l'élève le plus brillant de Montaigu. Son esprit hors pair dépassait de très loin celui de ses maîtres. Afin de le préparer à des études universitaires et à la prêtrise, son père l'avait envoyé au collège de la Marche dès l'âge de 14 ans. Comme il excellait en grammaire, astronomie, logique, rhétorique, mathématiques, il avait été transféré au collège de Montaigu pour sa préparation religieuse. Edgar n'avait jusqu'ici guère eu affaire à lui. Le jeune homme semblait aussi froid et impérieux que ses maîtres. Bédier hocha la tête. « Très bien, Cauvin. »« Je vous serai gré, maître, de m'appeler dorénavant Calvinus, car j'ai décidé de latiniser mon nom. » fit-il d'un air supérieur. L'éducateur leva les yeux au ciel. « Dans ce cas, je vous écoute, monsieur Calvinus. » « Il s'agit là d'un acte d'intercession, maître. Puisque l'Église n'a pas autorité sur les âmes des morts qui sont au purgatoire, on nous enseigne que l'on peut leur gagner le salut par un acte d'intercession, les indulgences. » Bédier s'interrogea sur la formule utilisée par le jeune homme. « On nous enseigne », n'ayant pas tout à fait le même sens que « je crois », ni qu'une franche affirmation. Mais comme il interrogeait en priorité le jeune Anglais, il ne s'attarda pas là-dessus. Il pria Jehan de se rasseoir. « Dites-moi, Cantwell, que nous explique le pape Léon X dans Exsurge Domine au sujet des âmes du purgatoire ?» Edgar n'en avait aucun souvenir. Il avait lu la bulle en somnolant et ne pouvait guère faire mieux que se préparer à recevoir de nouveaux coups. « Je ne le sais point, maître. » Cette fois, Bédier lui ordonna de se dévêtir. Il le roua de coups, sur le cou et les joues, jusqu'au sang. « Mais que vous ont-ils donc appris à Oxford ? Les Anglais ne craignent-ils donc point le Seigneur ? Au lieu de dîner, vous lirez et apprendrez Exsurge Domine. Qui peut répondre à sa place ?» Jehan se leva de nouveau pour répondre. Recroquevillé de peur sur le sol, Edgar goûtait le sang qui coulait de sa joue vers ses lèvres. Le pape Léon X a écrit que les âmes du purgatoire ne sont point certaines d'être sauvées. Il prétend également que rien dans les Saintes Écritures ne prouve qu'elles ne puissent bénéficier des indulgences. Il y avait dans le ton du jeune homme une note de scepticisme qui mit mal à l'aise le prêtre. « Et n'est-ce point là ce que vous pensez vous-même, Cauvin ? Enfin, je veux dire, Calvinus ?» Levant le menton, il répondit d'un air de défi. « Je crois que le pape est le seul qui s'entende à accorder la rémission aux âmes du purgatoire parce qu'on a intercédé en leur faveur. Car je pense en vérité, comme beaucoup d'autres, qu'aucune autorité ne peut se réclamer de Dieu si elle prêche que, pour quitter le purgatoire, les âmes doivent attendre que l'argent des indulgences retentisse au fond des coffres de l'Église. »
« Venez ici !» s'écria Bédier. « Je ne tolérerai point d'hérésie luthérienne dans ma classe. »« Auriez-vous l'intention de me battre ?» l'interpella Jehan d'un air provocateur. Aucun élève ne se rappelait l'avoir jamais vu recevoir une correction, aussi s'échangeait-il des regards excités. « Oui, monsieur. Dans ce cas, je vous faciliterai la tâche. » Il s'avança tout en retirant sa cape, sa chemise, puis vint s'agenouiller près d'Edgar. « Quand vous voudrez, maître Bédier. » Au moment où la baguette s'abattait sur les côtes de son camarade, Edgar le vit qui le regardait. Il aurait juré qu'il lui avait lancé un clin d'œil. Martin Luther n'était jamais venu à Paris. Néanmoins, son influence s'y faisait sentir comme partout ailleurs sur le continent. Le moine de Wittenberg avait fait une entrée fracassante sur la scène religieuse en ce jour de 1517, où il avait placardé sur la porte de la cathédrale de Wittenberg ses 95 thèses. Il y dénonçait l'état corrompu de la papauté et l'abus de pouvoir que constituaient les indulgences. En cette ère moderne de l'imprimerie, les certificats d'indulgence étaient devenus en effet une entreprise lucrative pour l'Église. Des marchands d'indulgence débarquaient dans une ville, installaient leur atelier dans l'église locale, faisant cesser le service régulier de la messe. Ils produisaient des certificats à la chaîne, laissant des espaces blancs pour y inscrire les noms des fidèles, la date, le prix, et tous les bons chrétiens se sentaient obligés, pour le salut de leur âme ou celle de leurs amis et parents défunts, d'acheter cette assurance sur la vie dans l'autre monde, qui permettait de hâter le passage au purgatoire et de gagner au plus vite le paradis. Luther jugeait cette pratique vile et empreinte d'erreurs théologiques. Il s'inquiétait pour le sort de ceux qui croyaient que le salut pouvait s'acheter. À Wittenberg, les prêtres avaient un odieux dicton qui lui donnait la nausée. Dès que sous sonne au fond du coffre, s'envole une âme du purgatoire. Après tout, proclamait Luther, saint Paul avait écrit dans l'Épître aux Romains que c'était le Tout-Puissant qui nous sauverait, car en lui la justice de Dieu se révèle de la foi à la foi, comme il est écrit, le juste vivra de la foi. Bien sûr, poursuivait-il, les hommes n'avaient que faire du pape, des prêtres, ni des ors et autres luxueuses parures de l'Église pour accéder au salut. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était de s'adresser directement au Créateur. Les thèses de Luther avaient été très vite traduites du latin en allemand et diffusées dans un vaste rayon. Beaucoup de pieux croyants s'élevaient déjà contre la décadence de l'Église et les abus de la papauté. C'était comme si, soudain, on avait jeté une allumette enflammée dans le foin du mécontentement. L'incendie s'étendait désormais à toute l'Europe, se propageant jusqu'au cœur de bastions conservateurs comme le collège de Montaigu, où pénétrait la fumée de la Réforme. De brillants esprits, tels que Jehan, commençaient à en ressentir la chaleur. Dans sa chambre, à la lumière d'une petite chandelle, Edgar faisait tout son possible pour mémoriser la bulle du pape Léon X. Tenant le texte d'une main, il frottait sa joue tuméfiée de l'autre. Il avait froid, il avait faim, il était triste et épuisé. Si la souffrance conduisait au salut, alors il était certain d'être sauvé. C'était la seule pensée positive dont il fut capable. Un coup frappé à la porte le fit sursauter. Il ouvrit, découvrant le visage impassible de Jehan. « Bonsoir, Edgar. Je songeais à m'enquérir de vous. » Surpris, le jeune homme se mit à bafouiller et pria son camarade d'entrer. Il lui offrit une chaise. « Je vous remercie de votre visite. »« Oh, je passais dans le couloir. »« Sans doute, mais je ne m'y attendais point. C'est la première fois. »« Nous avons aujourd'hui davantage en commun qu'hier. » répondit Jehan en souriant. « Nous avons tous deux subi les foudres de Bédier. »« Hélas !» déclara l'autre d'un air sombre. « Votre châtiment réprimandait votre subtilité, et moi, ma stupidité. »
Vous êtes victime de la langue. Si je devais m'exprimer en anglais, je serais moins brillant. Je vous remercie de votre sollicitude. Eh bien, conclut Géant en se levant, le vieux Tempête va bientôt venir vérifier si tout le monde respecte le couvre-feu. Nous ferions mieux d'aller nous mettre au lit. Tenez. Il tendit à son camarade un morceau de pain dissimulé dans un mouchoir. Edgar sentit ses yeux s'embuer, et il remercia Géant avec chaleur. « Je vous en prie, restez encore un peu. J'aimerais vous demander une faveur. » Le jeune homme se rassit et croisa les mains sur ses genoux en signe de patience et de bienveillance, laissant l'Anglais dévorer son quignon. « J'éprouve de grandes difficultés, savez-vous, car je ne suis point un homme d'esprit. Les exigences des maîtres sont trop élevées pour moi, et je redoute chaque nouveau jour qui commence. Pourtant, je ne puis m'en aller, car mon père me traiterait de manière pire encore. »« Ah, j'en suis navré, Edgar. Le Seigneur vous met à l'épreuve. Que puis-je pour vous ? » ?»« Aidez-moi à travailler. Soyez mon tuteur. »« Hélas, je ne le puis. »« Mais pourquoi ? » ?»« Je n'en ai point le temps. Les heures sont trop courtes, car je suis déterminé à lire tout ce que je peux au sujet des grands problèmes de notre temps. »« La réforme, grommela Edgar. Nous avons la chance de vivre une époque déterminante. Ma famille est riche, je trouverai le moyen de vous payer. Oh, l'argent ne me soucie point, je n'ai soif que de savoir. À présent, je dois vous laisser. Non ! S'écria Edgar avec une véhémence qui le surprit lui-même. Il devait persuader Géant de l'aider. Il était prêt à tout. Son esprit bouillonnait à la recherche d'une solution. Or, il en avait peut-être trouvé une. Certes, il violerait en cela un serment qu'il s'était fait à lui-même, mais avait-il le choix ? Il dit à voix basse : « Si vous acceptez de m'aider, je vous montrerai quelque chose qui, sans aucun doute, vous fascinera et stimulera grandement votre esprit. » « Vous éveillez ma curiosité, Edgar, » fit-il en relevant les sourcils. « Quel est donc cet objet que vous possédez ? » ?»« Un livre ? C'est un livre. »« De quel genre d'ouvrage s'agit-il ? » Il avait franchi le Rubicon. Il s'agenouilla, ouvrit sa malle et en retira le gros manuscrit de son père. « Le voici. »« Puis-je le voir ?» Edgar posa le volume sur son bureau et Géant se mit à le feuilleter avec un intérêt croissant au fur et à mesure des pages. Il s'agit de l'année 1527. Pourtant, la plupart des dates portent sur le futur, dans les mois à venir. Comment cela peut-il être ? Je me suis posé la même question bien des fois depuis que je sais lire. Cet ouvrage est dans ma famille depuis des générations, transmis de père en fils. Ce qui était l'avenir est devenu le présent. Géant tomba soudain sur des feuilles volantes rangées entre deux pages. « Qu'est-ce que cela ? Une lettre ? » ?»« Je ne l'ai point encore lue. Je l'ai prise dans les affaires de mon père en quittant l'Angleterre le mois dernier. Depuis longtemps, je sais que là réside la clé du mystère, et j'espérais avoir la possibilité d'en prendre connaissance une fois à Paris, mais je n'ai eu ni le temps ni la force de le faire. Qui plus est, c'est écrit en latin, ce qui ne m'aide guère. »« Votre père sait-il que vous les avez emportés ? » demanda son camarade d'un air réprobateur. « Je ne suis point un voleur. J'ai seulement emprunté ces documents, et je compte les rendre à mon retour. Il ne s'agit que d'une faute mineure. » Géant s'était déjà plongé dans l'épître de l'abbé Félix, lisant le latin comme s'il s'agissait de sa langue maternelle. Il dévora la première page et passa à la suivante, sans broncher. Edgar n'osait le déranger, étudiant son visage pour y lire ses réactions et résistant à l'envie de lui demander « Que dit-il » ? Mais son camarade tournait les pages sans rien manifester, et le jeune Anglais avait le sentiment d'être face à un homme sage, beaucoup plus âgé, et non à un camarade de collège. Il lut ainsi sans discontinuer pendant un quart d'heure, et quand il eut tourné la dernière page, apparut une feuille portant une simple date. 9 février 2027. « Oh, c'est incroyable !» commentait-il.
Dites-moi tout, je vous en prie. N'auriez-vous vraiment point lu cette lettre? Non, non, je vous en conjure, dites-moi ce qui est écrit. Je crains, Edgar, qu'il ne s'agisse là du délire d'un fou, ou d'un fantasme diabolique. Votre trésor mérite d'être jeté au feu. Vous vous trompez, mon ami, j'en suis certain. Mon père m'a assuré que ce livre était une authentique prophétie. Laissez-moi vous conter les inepties narrées par cet abbé Félix. Ensuite, vous jugerez par vous-même. Je serai bref, car si tempête nous prend sur le fait, si tard dans la soirée, alors nous aurons, je le crains, une bonne idée de ce qu'est l'enfer.